Nous y voici avec Bettina Mazzocchi. Salut Bettina, ça va? Bonjour, ça va, merci. Je suis ravi de te recevoir parce que je mets au moins une personne, déjà, même s'il y en a plusieurs, hein, mais derrière plusieurs noms d'ailleurs, parce que derrière BlackRock, évidemment, qui est quand même un grand nom mondial de la finance, et puis derrière iShares, on dit iShares? iShares. Ouais, iShares, qui est quand même quelque chose qu'on voit passer, en particulier dans les ETF, si je ne m'abuse, hein. Il me semble que sur les différentes plateformes, je vois du iShares passer, et j'ai souscrit à du iShares dans sur différentes plateformes. Je pense à un de mes partenaires eToro, notamment, qui doit distribuer tout ça, comme d'autres. On va en parler. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que tu connais bien, que vous connaissez bien chez BlackRock, qui était peut-être passé de mode à un moment, mais qui revient à fond, qui sont les ETF obligataires. Alors moi, j'aimerais comprendre, on va revenir sur ce que c'est qu'un ETF, on va revenir sur ce que c'est qu'une obligation, et on va refusionner les deux sur l'ETF obligataire. On va parler de performance, on va parler de performance passée, on va parler de peut-être ce qui pourrait se passer, enfin en tout cas de ce qui se passe en ce moment même, déjà, du passé, du présent. Le futur, on peut jamais trop le prédire. Des opportunités, quoi. Moi, j'ai été bercé dans un monde où on te disait, il faut tant d'actions, tant d'obligations, alors potentiellement tant d'immobilier, tant il fallait bien varier ton... J'ai l'impression que les obligations, alors on va expliquer tout de suite ce que c'est, mais pendant longtemps, c'était quand même un peu passé de mode, quoi. On n'en voyait plus, hein. Alors sur les dernières années, c'est vrai que ça n'a pas été sur les 10 dernières années, ça n'a pas été la classe d'actifs qui a le plus enthousiasmé les investisseurs. L'année 2023 a vraiment été une année charnière de retournement des marchés obligataires. Donc aujourd'hui, on a des taux sur les marchés obligataires qui sont en moyenne beaucoup plus élevés que ce qu'on a vu sur les 10 dernières années. Donc on a du 3% sur les marchés européens, du 4% sur les marchés américains. Alors, je t'arrête directement ici, vraiment pour repréciser, parce que marché obligataire, ce qui est intéressant, hein, on est d'accord, enfin, tu vas me dire si j'ai raison, mais c'est qu'on va prêter à des entreprises de l'argent. C'est ça, une obligation, c'est un prêt à une entreprise de l'argent. Donc quand tu dis 4%, 3%, c'est que c'est un rendement, comme quand ma banque me dit, quand j'emprunte de l'argent pour payer mon appartement que j'ai acheté à 2 pas d'ici, elle me dit, toi tu vas me donner 4% par an. Et bien là, à l'inverse, c'est moi qui vais dire, tiens, Renault, je sais pas, enfin tu vas m'expliquer comment ça se passe. Renault a besoin d'argent et eux, ils me payent 4% si je leur prête de l'argent, c'est ça? C'est exactement ça. Donc, au même titre qu'une action, c'est une participation dans le capital d'une entreprise. Donc, à sa petite échelle, on est propriétaire de Renault ou L'Oréal. Une obligation, à sa petite échelle individuelle, on prête de l'argent, on est banquier, on est prêteur pour financer l'activité de ces sociétés-là. Et ce qui nous vient immédiatement à l'esprit, c'est des sociétés privées, mais ça peut également être des États, ça peut être des régions, ça peut être des projets donnés. Donc, quand on investit dans une trésorerie américaine ou une OAT française, on devient créditeur de l'État français, c'est-à-dire que l'État français nous a emprunté de l'argent. Et la façon dont ça se passe, c'est que on va investir, ou on va du moins prêter de l'argent au départ. On va recevoir tout au long de la vie de cette obligation, de ce papier, un coupon, un rendement, donc une rémunération pour cet argent qu'on a prêté, et à échéance, l'échéance étant déterminée au départ, on va récupérer la mise de départ, pour autant que la personne ou l'entité qui nous a emprunté de l'argent n'a pas fait défaut. Ok, faillite. Faire défaut, c'est des faillites. Ouais, très bien. Alors, je reprends, j'ai essayé de comparer au maximum sur ce qu'on connaît bien, qui est l'emprunt IMO. La différence entre l'obligation et l'emprunt IMO, c'est qu'on ne me rembourse pas au fur et à mesure. Si je donne 500 000 euros, on va dire pendant 100 mois, je vais rembourser 5 000 euros, plus les intérêts, mettons 500 euros, donc 5 500 euros. Là, la différence, c'est que je vais être remboursé que des 500 euros. On ne me rembourse pas la partie capitale, mais que l'intérêt. Que l'intérêt, exactement. Et à la fin des 100 mois, je récupère mes 500 000 d'un bloc. Exactement, in fine, à la fin. Ok, c'est comme ça que ça fonctionne, très clair. Tout à fait. Alors ça, en effet, ça a pas mal d'avantages potentiellement dans un portefeuille, j'imagine, parce que ça apporte une certaine visibilité. C'est-à-dire qu'une action, moi, je sais pas si dans un an, elle fera plus 20, plus 100 ou moins 50, quoi.
Et pour revenir avec à ce que tu disais au départ, une construction de portefeuille souvent s'articule autour d'un pilier action et d'un pilier obligation pour équilibrer le risque. C'est-à-dire qu'une action, comme tu disais, non seulement on ne sait pas ce qu'elle vaudra dans 5 ans, mais de surcroît, si la société venait à faire faillite, elle est remboursée seulement, ou du moins les actionnaires ne sont dédommagés qu'une fois que tous les créditeurs ont été remboursés. Donc elle est plus risquée parce que si les choses tournent mal, elle est tout en bas dans la structure dans la cascade des remboursements. L'actionnaire est le dernier à être remboursé. Exactement. Donc l'obligataire est moins risqué dans la mesure où il est remboursé avant si les choses tournent mal et il est plus visible parce que on sait aujourd'hui, si pour autant que les choses se passent comme on l'attend, on sait aujourd'hui combien on va gagner sur un investissement donné. Si j'investis aujourd'hui à 7%, à moins que la société faille faillite, j'aurai ni plus ni moins que 7% à échéance de mon obligation. Alors, j'imagine qu'en effet, on va venir sur les rendements plus tard, mais parce que le jeu, c'est d'essayer de prêter, alors soit à des taux hallucinants, à celles qui sont, je dirais pas border faillite, mais qui sont pas dans des santé financières de folie. Si Apple demain me prête de l'argent, j'imagine qu'ils me toperont pas à 7%, quoi, si. Alors, en effet, tu fais allusion au risque de crédit, donc au risque de l'emprunteur. Et ça, c'est quelque chose qui se comprend intuitivement. Est-ce que tu préfères prêter à Bernard Arnault ou à une personne au coin de la rue que tu connais pas? Plus l'investissement est risqué, plus le prêt est risqué, plus tu vas demander un taux élevé. Comme nos banques, d'ailleurs, quand nous, on essaye d'acheter, quand on essaye d'emprunter. Donc, le couple risque-rendement est quelque chose à avoir en tête qui est très important sur l'obligataire, qui est que plus tu prends du risque, plus tu peux attendre une rémunération élevée. Et ça, c'est à un moment donné. Donc aujourd'hui, si tu regardes sur les États, est-ce que tu préfères prêter à la France ou à l'Argentine? Probablement que tu ne vas pas demander, étant donné l'historique de faillite des deux pays, le même type de rendement. Et ça, c'est la première différence quand on prend les marchés à un moment donné. Maintenant, si tu prends dans le temps, ça évolue également. Et ça, c'est ce à quoi on faisait allusion au début de notre conversation, qui est de dire aujourd'hui, les taux de la France ou des États-Unis ou de L'Oréal sont plus élevés qu'ils ne l'étaient il y a 18 mois. Et c'est pour ça que l'obligataire est redevenu intéressant pour les investisseurs, parce que pendant les 10 dernières années, les taux étaient autour de zéro, donc ça valait pas la peine de passer beaucoup de temps. Avec les taux qui sont remontés, on a maintenant 2 types d'intérêts. D'une part, l'obligataire retrouve sa caractéristique d'équilibre dans une construction de portefeuille pour mitiger le risque. Et d'autre part, c'est un rendement sur lequel on peut compter et qui est positif. Extra, mais c'est vrai que ça a l'air, là, pour le coup, d'une martingale, mais en l'occurrence, c'est pas du tout plus alors, c'est ce qu'on vient de dire, hein, je reformule, mais plus ça rémunère, plus t'as de risques. Hein. C'est très clairement corrélé dans l'obligation. Et alors, ça veut dire quoi, une obligation qui rémunère extrêmement bien en France, je sais pas où, dans un marché comme ça, aujourd'hui, on est dans quels univers de taux? Alors, si tu regardes, par exemple, si on prend une obligation d'État américaine à 10 ans, donc si tu prêtes à l'État américain à 10 ans, tu vas gagner un peu moins de 4% en dollars. Ce qui semble énorme par rapport à ce qu'on disait il y a 2 ans. Ouais, exactement. Si tu prêtes à une société qu'on appelle investment grade, donc c'est les sociétés de qualité, tu ajoutes à peu près 0,5%. Donc, entre 1,5 et 75 points de base, donc 0,75%. Je prends les GAFAM, les gens comme ça. Alors, oui, ceux-là plus particulièrement. Je ne sais même pas s'ils empruntent, mais bon. Mais de façon générale, une entreprise de bonne qualité, voilà, elle est autour de 1... Elle est entre 0,5 et 1%. Entre 4,5 et 5%. Voilà, au-dessus du taux. Maintenant, si tu regardes les sociétés les moins bien cotées, celles qu'on appelle high yield ou haut rendement, elles sont 3 à 3,5% au-dessus du taux américain.
Donc tu peux varier entre 4 et 7,5-8% Exactement. sur du rendement. Selon le risque que tu ailles de l'État américain à une société qui est beaucoup plus risquée. Okay. Après, t'en as qui... Ça, je te donne des moyennes. Après, t'en as qui font du 15%. Hein. T'as un éventail très large. Donc, quand tu balances du 15%, en revanche, il faut quand même t'attendre à une possibilité de défaut qui n'est pas... tu te mets pas all-in là-dessus. Quoi, non, exactement. Autant sur l'État américain, je dis du all-in, je sais pas, il faut jamais trop se mettre all-in, mais a priori, tu prends pas trop de risques. Si tu envoies une qui est à 15 ou à 12, vaut mieux t'en faire 3, 4, 5 différentes que de te faire une seule à ce prix-là, parce que tu as quand même des chances que ça parte... Et dans cette veine-là, on peut dire qu'il y a un exemple que je trouvais intéressant, qui est qu'un investisseur qui veut générer, disons, 7% sur son portefeuille. Il y a 2 ans, il devait mettre 88% de son portefeuille en actions pour espérer pouvoir générer ce 7% qu'il est là. Aujourd'hui, il est à 50-50. Donc, le risque, il a pu baisser le risque dans son portefeuille pour un rendement donné parce que les taux sont plus élevés. Et c'est pas uniquement parce que les actions rendent moins, ce qui est quand même le cas aussi un peu, mais c'est aussi parce qu'il y a 2 ans, quand tu mettais 50% de ton portefeuille en obligation, tu gagnais 0. Enfin, j'exagère, hein, mais tu gagnais 1 ou 0,5 ou voilà. Ou moins. Il y a eu des moments, en effet, ça te coûtait, mais au moins, tu avais des choses assez sûres. Alors, c'est la question, évidemment, qui m'est venue en tête tout à l'heure quand tu parlais de L'Oréal ou de ces sociétés assez sûres à qui tu as prêté il y a 2 ans. Une fois que tu as prêté il y a 2 ans 100 000 € à L'Oréal sur une obligation à 0,8%. Je suis collé là aujourd'hui avec mon obligation? Alors, tu n'es pas collé parce que c'est des titres liquides qui traitent tous les jours. Tu peux rentrer et sortir. Il y a des gens qui te les rachèteront. À 0,8. Et ils te les rachèteront à 0,8, mais donc à un prix différent. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu es un investisseur et que tu as 100 € à prêter, tu peux soit racheter un papier qui va te payer 0,8 jusqu'à la fin de ta vie, soit prêter ces mêmes 100 € à quelqu'un qui aujourd'hui va te payer 1,5. Donc évidemment que tu vas demander, tu vas dire ok, si je prête mon argent à ce papier qui est à 0,8, je vais demander qu'il me rembourse non pas 100 mais 125. Ou je vais pas lui prêter 100, mais je vais lui prêter 80. Ouais. Donc, en fait, l'ajustement, le rendement va être le même. Le rendement, le papier, une fois qu'il est émis, il est émis. En revanche, le prix auquel il s'échange permet un ajustement du prix, du rendement pour refléter les conditions de marché. Alors, ça veut dire, ça, j'avais pas compris ça. Merci, à moins que je n'ai pas compris, hein, mais je vais quand même reprendre mon exemple de tout à l'heure, que ces 500 000 dont je parlais tout à l'heure, que j'ai prêtés sur 100 mois, je les ai prêtés il y a 2 ans, à un taux pourri. J'arrive là, je me dis tiens, j'aurais bien besoin de cet argent, et puis ça m'intéresse pas trop. Je peux avoir un Gus qui débarque et qui dit ok, moi je te les reprends, tes 500 000 à 0,8, en revanche je te les reprends 400. Voilà, exactement. C'est pour ça que dans le monde obligataire, quand les taux augmentent, les prix baissent. Et quand les prix baissent, les taux augmentent. C'est pour ça d'ailleurs que la poche obligataire ne peut être un amortisseur de risque que quand le taux n'est pas à 0. Parce qu'en fait, si tu as un taux à 5 et tu peux toujours baisser le taux, mais s'il est déjà à 0, tu peux pas aller beaucoup plus bas. Ouais, mais donc tu as quand même une forme de spéculation entre guillemets sur le capital qui t'est remboursé à la fin. Donc soit tu restes jusqu'au bout, exactement, et ça bougera pas et on te remboursera tes 500 et t'es content, soit à un moment tu te dis j'ai besoin de ce cash et tu vas le vendre moins cher. Exactement. Ce qui est normal. Ou plus cher. Parce que quand t'as prêté de l'argent à 12% et que les taux sont à 6, quelqu'un te le rachète très cher. Mais la différence quand même avec les actions, c'est que si tu veux, tu peux savoir le premier jour ce que tu auras comme rendement pendant la vie de ce papier-là. Donc, tu as une grande visibilité. Ouais, donc tu peux avoir un momentum intéressant à te dire finalement, je vais acheter des obligations par vague, tous les 6 mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, tous les mois, peu importe, par vague, surtout quand elles sont assez fortes, en me disant finalement, si je les revends dans 2-3 ans, non seulement en plus j'aurai eu mon rendement de 6-7%, mais en plus je vais les revendre beaucoup plus cher que ce que je les ai payés. Alors, tout à fait. Possible. Tu peux tout à fait avoir cette approche-là. Tu peux aussi avoir l'approche de te dire, une fois que j'ai acheté mon obligation, j'ai capturé mon rendement jusqu'à la fin. Donc, si les taux baissent, c'est plus mon problème. Aujourd'hui, on peut se dire, les taux ont beaucoup monté. Est-ce qu'ils risquent de redescendre à la même vitesse ou pas ? Et
au moins une fois que tu as acheté ton action, tu as capturé ce rendement-là. Donc, si tu veux, tu peux le gérer de façon active et le vendre et le traiter, mais tu peux aussi le garder et au moins, peu importe ce qui se passe sur les taux, toi, tu sais ce que tu reçois. Alors, étant un marché un peu plus sûr, on va venir sur les ETF après, je pourrais me dire, même si on voit qu'il y a un peu de spéculation possible, je pourrais me dire finalement, la problématique c'est qu'il faut être cash long, hein, comme on dit, c'est-à-dire qu'il faut avoir beaucoup d'argent ou de l'argent en tout cas. Tu peux y venir tous les mois, y mettre 100 euros, 200 euros, 2000 euros, mais faut quand même avoir du cash. C'est pas un marché sur lequel tu peux évidemment emprunter pour prêter. J'imagine qu'il y en a qui le font, mais alors, c'est peut-être pas possible pour tous. Tu peux toujours emprunter et on ne sait pas pourquoi tu le fais, mais ça n'est pas un marché qui est structuré pour faire ça. Sinon, ce serait infini. Hein, et c'est une grosse barrière à l'entrée, en fait, parce que c'est un marché qui, historiquement, a été un marché de professionnels avec des barrières à l'entrée très élevées. Au moins en France. Si tu regardes dans d'autres pays, comme tu l'entends, mon nom est italien. En Italie, la moitié de ma famille, ils ont tous des emprunts d'État. C'est-à-dire que la première chose, au même titre qu'un Français, il va ouvrir un livret A, quand le premier pas vers l'investissement pour un Italien, c'est de prêter à l'Italie. De prêter à son pays. En France, c'est extrêmement compliqué. Aucun de nous n'a d'OAT dans son portefeuille, ni encore moins d'obligations C'est L'Oréal. Un bel ex-patriote. À la fois, il ne faut pas faire défaut parce que sinon, tu as la tête. Mais c'est aussi parce que il faut mettre, 10 000 euros pour avoir accès à ce genre de papier, que ça ne traite pas sur les plateformes, c'est très compliqué, etc. Donc, la vraie question qui se pose, donc sur les 10 dernières années, quand les taux étaient à zéro, ce n'était pas vraiment un problème. Aujourd'hui que les taux sont plus attractifs, la vraie question qui se pose pour toi et moi, c'est comment est-ce qu'on peut donner accès à ce type d'opportunité à des investisseurs particuliers. Et c'est clair, ce qui fait que moi, j'ai appris les obligations en école de commerce. Pour moi, c'était assez théorique, en effet, assez inaccessible. Je suis pas certain que sur des plateformes comme Bourseau en 2005-2007, je pouvais acheter des obliges. Non. Et toujours pas aujourd'hui. D'ailleurs. Toujours pas. D'accord. Donc là, je crois pas. Donc là, ça se fait par le biais d'ETF. C'est là où vient l'ETF et où tout ça rentre en jeu, c'est ça? Ça peut se faire par plusieurs biais. Ça peut se faire par le biais de fonds actifs. Ouais. Ça peut se faire de façon indirecte quand tu prends du contrat en euros dans ton contrat d'assurance vie. Ouais. Derrière, en fait, c'est des obligations d'État. Ouais. Mais si tu veux, toi, en tant qu'investisseur particulier, investir sur des obligations, la façon la plus simple de le faire, c'est sur les ETF obligataires. Ce qui explique la croissance phénoménale qui est supérieure à 20% sur les dernières années de ce marché-là. Pour te donner une idée, pour te donner un ordre de grandeur, BlackRock a été le premier à lancer un ETF obligataire en 2002. Aujourd'hui, on parle de à peu près 2000 milliards d'ETF obligataires dans le monde. On pense que ça va passer à 6 000 milliards d'ici 2030. 2 000 milliards de produits différents. 2 000 milliards d'actifs dans des ETF obligataires. Okay. Et donc l'ETF obligataire, parce que l'ETF, et là on revient à ce que tu disais, l'ETF parce que c'est facile d'accès, parce que tu peux y accéder à partir de 5 €, parce que ça se traite en 3 clics sur n'importe quelle plateforme, ça facilite et ça fluidifie énormément l'accès à l'obligataire. Et en plus de ça, parce qu'il y a des milliers de titres sous-jacent à un obligataire, tu bénéficies de la diversification. Parce que quand tu disais, dans notre exemple où on dit qu'on prête à l'Italie ou à L'Oréal, tu paries quand même tous sur soit l'Italie, soit L'Oréal. Alors que quand tu achètes un ETF obligataire, tu as cette diversification sous-jacente parce que tu es investi dans 3500 compagnies. Ok, alors on va revenir sur l'ETF et sa définition. Exchange Traded Fund, donc on parle souvent de fonds indiciels, pardon, d'indices. Hein, donc l'idée, c'est que tu investis dans un portefeuille assez large. Alors moi, ce que j'avais en tête sur les actions, c'est que souvent, tu allais investir, par exemple, dans un ETF CAC 40, qui allait reproduire le CAC 40 ou qui allait être le CAC 40. Alors, il y a aussi différentes choses là-dessus à comprendre. Et ce que j'aimerais comprendre aussi sur les obligations, c'est qu'on a des ETF, on l'a dit ici, je crois, mais organiques, c'est-à-dire qui vont vraiment investir dans les directement, indirectement, mais dans les 500 sociétés du Standard & Poor's 500, dans les 40 sociétés du CAC 40. Donc, ce qui permet d'éviter d'avoir une action dans chacune, ce qui coûtait très cher avant, voilà. Dans
Et il y a l'autre partie qui est l'ETF, on va dire synthétique. Donc qui reproduisait la valeur, mais en fait dedans je ne sais pas ce qu'il y a. Ça reproduit le cours du CAC 40 par des savants mathématiciens de Polytechnique et de Centrale Paris, et d'ailleurs, et de Harvard et du MIT, et qui reproduisent tout ça, mais en revanche, qui ne sont pas du tout corrélés. Bon, ça j'ai bien compris. Moi je trouve ça quand même, en tant qu'entrepreneur, un peu plus cool et peut-être cohérent d'investir dans des sociétés en organique, en direct, parce que tu n'investis pas dans quelque chose qui reproduit Coca-Cola, mais tu investis dans Coca-Cola. Enfin, je dis Coca-Cola, c'est peut-être pas celle qu'on veut entendre, mais dans des sociétés dans lesquelles tu crois, dans des secteurs dans lesquels tu crois, et pas dans une copie synthétique de ce secteur. Là, je me demande vraiment l'intérêt de la finance quand on en arrive là. Mais ça, c'est mon avis personnel. Dans les obligations, est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'il y a des obligations organiques et des obligations synthétiques? Le principe est le même, c'est-à-dire que tu vas choisir ton investissement sur la base d'un indice que tu cherches à répliquer, et tu t'attends, quand tu investis dans ton ETF, à recevoir la performance de cet indice, net des frais, ni plus ni moins. Donc, au même titre que tu choisis, est-ce que je veux investir sur le CAC 40, sur le S&P 500 ou sur le World Acquis, tu vas choisir, est-ce que je veux investir sur le Global Aggregate, donc sur l'ensemble de la dette qui existe, sur de la dette d'entreprise à haut rendement aux États-Unis, ou sur de la dette émergente en devise locale. Donc, tu vas choisir parmi tous les indices qui existent où tu veux te positionner. Le principe de la réplication est la même, c'est-à-dire que tu peux faire de la réplication physique, où tu achètes les titres sous-jacents, ou synthétique. En pratique, quand même, la granularité des obligations est beaucoup plus importante que les actions. Pour te donner une idée, un indice comme le Bloomberg Global Aggregate, donc qui reproduit l'ensemble du marché obligataire, à 30 000 titres sous-jacents. Donc, sur ces 30 000 sous-jacents, si chaque fois que Monsieur Tartampion investit 100 €, tu investis 100 divisé par 30 000, ça commence à devenir un peu compliqué. Donc, tu vas faire des réplications physiques. Chez iShares, on fait des réplications physiques, mais optimisées. Donc, pour te donner une idée, l'iShares, donc l'ETF de BlackRock qui reproduit cet indice-là, il n'a que, entre guillemets, 13 000 titres sous-jacents, et il traque l'indice dans l'ordre de 10 points de base, donc de 0,1% la performance de l'indice. Okay. Donc c'est le même mécanisme, aussi bien dans le choix que dans la réplication, avec quand même cette dimension de granularité qui, encore plus que sur les actions, a tendance à jouer sur l'optimisation de la réplication. Alors l'avantage de l'ETF également sur les actions, donc que je connais mieux et dans lequel j'ai investi, c'est qu'on peut rentrer et sortir très facilement, en l'occurrence dans plein d'actions. Et pour moi, typiquement, même pas que pour moi, tu l'as dit tout à l'heure, l'obligation semble beaucoup plus difficile d'accès. Donc là, l'ETF, j'imagine, a révolutionné tout ça, puisque en fait, tu peux y rentrer et en ressortir. Alors, est-ce que c'est comme, évidemment, ce qu'on oublie sur un marché, hein, on en a parlé ici, on a fait un épisode très cool, d'ailleurs, avec la DG d'Euronext. On oublie que pour que tu pour que tu vendes, il faut que tu aies un acheteur, hein, une contrepartie. C'est la même chose sur les ETF, quand même ? Oui. C'est la même chose sur les ETF, c'est-à-dire que c'est un produit traité. Ça standardise l'outil qu'on échange, donc ça facilite et ça fluidifie les échanges. Pour te donner une idée, quand on a eu en mars 2023 les problèmes sur les banques suisses, il y a eu un flight to quality, il y a eu une précipitation des investisseurs vers des valeurs refuges. Donc, flight to quality, je ne connaissais pas. Donc, retour vers les valeurs refuges, vers la qualité. Exactement. Le vol vers la qualité. Le vol vers la qualité, comme par exemple les actions, les obligations d'État américaines. Notre ETF sur les obligations d'État américaines était à peu près moitié moins cher que les obligations sous-jacentes.
Et pourtant, c'est le même risque. C'est juste que dans l'un, tu allais traiter sur, je sais pas quoi, la US Treasury 2035 à tel truc, alors que dans l'autre, tu traitais sur un basket standardisé. Donc, l'outil de liquéfaction, de facilitation des transactions est très importante sur l'univers, dans l'univers obligataire. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut qu'il y ait un acheteur et un vendeur. Tu le disais. Donc, de même que dans une action, de même que dans une obligation, quand tu investis, tu as un taux, tu sais que si tu le gardes jusqu'à maturité, tu auras ce taux. Une obligation, un ETF obligataire, a priori, il n'y a pas de moment de sortie. Donc, tu restes dedans. Donc, il y a un moment, il va falloir que tu revendes. Donc, si tu veux récupérer tes billes, tu vendras ce titre au même titre que tu vends un fonds ou une action. Sauf, et on va y revenir, je pense, tout à l'heure, si tu as des ETF à échéance comme ceux qu'on a lancés qui, eux, répliquent complètement le profil d'une obligation. D'accord, ETF à échéance. On peut y venir maintenant, hein, justement. Mais non, juste avant, j'avais une ou deux questions justement sur le fonctionnement. Alors, je voulais parler des échéances, justement, mais il y a une émission, il y a parce qu'une action, en fait, l'action Renault, elle existe depuis très longtemps. Alors, il y a des moments où il y a des augmentations de capital, des moments où il y a des diminutions de capital. Donc, il peut y en avoir plus, il peut y en avoir moins. Donc, une augmentation de capital, on va émettre de nouvelles actions. Mais sinon, il y a une intro en bourse. Mais sur le nombre d'actions, il y a souvent assez peu de variables. Sur une obligation, j'imagine qu'une entreprise comme Renault, pour rester sur celle-ci, peut émettre tous les ans une nouvelle vague d'obligations. Et que ces obligations ont un taux, une échéance, et que nous, on peut se positionner en face. Alors, est-ce qu'il y a une forme d'ICO de l'obligation, d'introduction en bourse de l'obligation ? Et question avant, est-ce qu'il y a une obligation d'être coté ? Est-ce que moi, je peux avoir une entreprise qui émet une obligation alors que je suis non coté ? Tu peux émettre une obligation, n'importe quelle entreprise, qu'elle soit cotée ou pas, peut émettre une obligation. Et ces obligations qui sont émises ne sont pas cotées en bourse comme une action. Donc ça, c'est une autre grosse différence, qui est que quand Renault fait une augmentation de capital, tout le monde sait où l'acheter, où la vendre, et à quel prix elle s'achète, elle se vend. Le marché obligataire est au départ fondamentalement un marché de gré à gré, donc qui s'échange entre professionnels. Donc ce qui augmente l'opacité du marché. D'où l'intérêt des ETF, qui eux sont des instruments cotés et transparents dans la démocratisation de l'accès à ces outils-là. Oui, parce que c'était un peu... je crois que j'en ai déjà parlé, mais moi j'ai eu des accès à des obligations de start-up, c'était assez intéressant. À des obligations de start-up. Ouais, donc typiquement une société dans laquelle j'investis, qui est une super boîte qui s'appelle Silver, qui propose... alors à l'origine, c'était pour les startups qui font qu'on trouvait, on va dire, on appelle ça les business en SaaS, Software as a Service, qu'on trouvait un peu leur point de monétisation, leur product market fit, et qui arrivent à trouver sur Google et sur Meta, par exemple, combien leur coûte un nouveau client. Okay. Et en fait, à chaque nouveau client, comme ils n'ont pas de stock, ils savent exactement combien ils vont gagner, le CLTV, Customer Lifetime Value. Donc en gros, ils se disent, moi j'achète un nouveau client 500 € et il va m'en rapporter sur toute sa Customer Lifetime Value 50 000. Donc finalement, je suis prêt à le payer 1000, 2000, peu importe, mais j'ai pas le cash pour mettre autant, donc ils doivent attendre de grossir. Donc plutôt que d'emprunter à des banques qui veulent pas leur prêter parce qu'elles comprennent pas forcément ce modèle économique, ou de lever de l'argent en lâchant 30% de son capital, il y a des acteurs comme Silver, il y en a d'autres, qui vont leur prêter de l'argent en analysant comment leur modèle économique, souvent de manière assez automatique, et leur prêter de manière quasi automatisée en quelques heures, une demi-journée, 50 000, 100 000 € par mois pour faire leur business. Okay, mais pour ça, ils ont besoin de l'argent à prêter. Et donc, ils levaient auprès de leurs actionnaires des bonds, je ne sais pas si j'ai le droit de raconter tout ça, ils ne m'en voudront pas, et qui permettaient donc des obligations qui leur permettaient eux-mêmes d'emprunter à un taux assez bas pour reprêter à un taux plus haut. D'accord. Et donc, on faisait ça à un moment, et en effet, c'était des sociétés très privées. Sachant que je ne sais pas jusqu'où tu connais la législation là-dessus, mais moi, qui suis actionnaire de certaines sociétés, je ne peux normalement pas emprunter à n'importe qui en dehors, puisque
on peut faire ce qu'on appelle des apports en compte courant. Donc, si tu es associé, tu peux mettre de l'argent dans la boîte et souvent, ils sont rémunérés. Donc, ça, on en fait de temps en temps. Mais si je dois aller chercher en dehors, ça doit être une banque. Ou alors, il faut créer une obligation, c'est ça? Alors, je dois dire que je ne connais pas la législation exactement, mais en revanche, une obligation se fait sur les marchés publics. Ouais. La plupart du temps, ça peut se faire tu peux faire des émissions privées également. Ouais. C'est une régulation un peu différente, c'est une réglementation un peu différente. Mais l'idée, c'est que tu fais un appel public à... Donc toi, dans tes ETF iShares, dans certaines obligations, tu vas avoir des obligations de sociétés qui ne sont pas cotées. Tu peux tout à fait en avoir. Okay. Et alors, ce n'est pas, juste pour être clair, parce que c'est un indice, ça n'est pas nous, iShares, qui décidons la composition de ces indices. Il y a des calculateurs d'indices, que ce soit MSCI ou Bloomberg, qui, eux, vont définir l'environnement, l'univers de référence pour un indice donné. Donc, ça n'est pas BlackRock qui sélectionne ce qui va être dans ces indices. Donc vous faites des panachés, vous vous dites tiens, je vais faire une obligation pour les sociétés dans, par exemple, les vaccins. Les vaccines tech qui ont des besoins de prêts parce qu'ils ont des besoins de stock, peut-être moins maintenant, mais voilà. Plutôt que de faire des augmentations de capital, ils vont emprunter. Et moi, je vais faire Je vais les mettre tous ensemble. Je vais les mettre tous ensemble. Alors, nous, on ne fait pas l'obligation. Nous, on fait l'ETF. Nous, on fait l'ETF qui référence... les 4 obligations, les 4 ou les 8 obligations des 8 acteurs. Exactement. Donc, tu peux choisir les 8 plus gros, les 120 plus gros, les 12 plus gros. C'est selon ce que tu veux, ce que vous allez avoir comme forme de thèse quand même là-dedans. Exactement. Oui, mais ce qu'on fait, c'est qu'on donne notre thèse économique au calculateur d'indices, et c'est lui qui va faire l'analyse du marché pour voir qu'est-ce qui doit être inclus, qu'est-ce qui doit être exclu. Donc nous, je dis n'importe quoi, on va dire je veux parier sur je sais pas quoi, les marchés émergents d'Amérique latine. Et lui va voir sur le marché quels sont les pays qui émettent, quels sont les pays qui sont liquides, quels sont les pays qui sont considérés en Amérique latine, je dis n'importe quoi. Les entreprises dans ces pays à chaque fois. Alors, soit les entreprises, soit les pays. Ouais, ok. Super intéressant. Et donc après, tu peux faire des panachés entreprises-pays, les deux, etc. Tu peux faire un truc. Donc tu peux avoir un ETF Argentine qui va proposer à l'État et aux entreprises. Exactement. Et qui rémunère beaucoup celui-là, je pense. Pardon. On a déjà fait un épisode sur l'Amérique. Plus risqué, oui. Sur l'Amérique du Sud. Ok. Très clair. Alors, BlackRock, là-dessus, est un acteur, mais central dans le sens où vous faites ça, tu dis, depuis 2002 sur les obligations. Oui. Mais alors, tu as dû manger ton pain blanc pendant 10 ans, non? Ça devait être moins fun. Bettina était très non. On te boudait pendant 10 ans. Alors, il y a eu... De 2013 à 2023, personne ne te parlait. Il y a eu une petite traversée du désert, je te cache pas. Mais manger ton pain noir, pardon, c'est ça la gueule. Mon pain noir, mon pain noir. Excuse-moi. Là, tu reviens au pain blanc. Oui. En fait, c'est intéressant parce que si tu regardes le premier ETF, le premier ETF obligataire a été lancé en 2002. Il a fallu 17 ans pour arriver au premier 1000 milliards de dollars. Et ensuite, il a fallu 4 ans pour arriver au deuxième 1000 milliards de dollars. Donc, 17 ans pour faire de 0 à 1000 milliards et ensuite 4 ans pour aller aux 2000 milliards où on est aujourd'hui. Et donc, un an pour faire les 4000. Ça, on verra, mais en tout cas, on pense 6000 milliards d'ici 2030. Donc, l'accélération a été très rapide. Et l'accélération a été très rapide, comme tu disais, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que il y a la démocratisation de l'investissement, mais aussi parce que la macro a aidé. C'est-à-dire que les gens se sont beaucoup plus intéressés au sujet. Et là, je ne parle pas seulement des investisseurs particuliers, mais aussi des investisseurs professionnels. Parce que quand tu dois gérer de façon active et tactique un portefeuille, c'est quand même beaucoup plus simple d'acheter, comme je disais tout à l'heure, un indice, un ETF obligataire qui te permet d'échanger l'équivalent du risque de 15 000 actions plutôt que d'avoir à traiter un par un tous les titres sous-jacents. Donc en fait, c'est pas là on sait beaucoup, enfin dans le cadre de ce podcast, on se concentre beaucoup sur qu'est-ce que ça veut dire pour un investisseur individuel et comment est-ce que ça permet à un investisseur individuel d'investir à un taux plus élevé, un taux élevé, mais c'est l'essentiel des consommateurs d'ETF fixed income, ce sont au départ des investisseurs professionnels qui cherchent à optimiser l'exécution sur ce marché-là. Sachant que c'est un peu liquide finalement aussi.
en tant qu'entreprise pour placer de la trésor, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant parce absolument. que tant que tu peux sortir et rentrer, si tu as des taux à 5%, 4%, 5%, 6%. Et alors, la question, c'est que si tu rentres et tu sors, moi je me pose toujours la question, est-ce qu'il y a des frais à l'entrée et à la sortie? Normalement, sur les ETF, pas beaucoup. Alors, il n'y a pas de frais explicites d'entrée et de sortie. En revanche, ça se traite comme une... Merci pour la précision. ça se traite comme une action. Oui, mais il y a des fonds sur lesquels tu as des frais d'entrée et de sortie qui sont explicites. Oui. Donc, parlons de l'implicite. Voilà. Maintenant, de façon implicite, ça se traite comme une action. Donc, tu vas payer un bid-offre, enfin une différence de prix à l'achat ou à la vente que tu vas payer à la personne, à ton broker, à la personne qui exécute sur le marché pour toi. C'est pour ça que je pense tous les principes dont vous avez parlé dans d'autres podcasts, il faut toujours traiter quand le marché est ouvert, il faut traiter ce qui est plus liquide. C'est pour ça que la taille des ETF est importante, parce que si tu as un ETF qui fait plusieurs milliards, il va avoir une liquidité et donc des conditions d'exécution qui vont être bien plus favorables que si tu as un petit ETF qui fait quelques centaines de millions et qui donc va avoir et des conditions d'exécution moins importantes. Et ça, c'est important à prendre en compte parce que quelquefois, on se concentre tellement sur le prix et sur les frais des ETF qu'on oublie de regarder la liquidité. Et souvent, le spread bid-offre est de l'ordre d'1 an de frais de gestion de cet ETF. Donc, c'est presque aussi important de vérifier que les conditions d'exécution sont les bonnes, en plus des frais explicites que coûte un indice. Ouais, c'est-à-dire que si tu es sur un trop petit ETF ou trop petit, tu vas avoir notamment à la vente peut-être de l'attente une attente qui fait que tu vas perdre 2% ou quelque chose comme ça. Oui. Donc ça vaut plus le coup d'avoir... Alors souvent les gens, je te cornérise pas Bettina, mais les gens qui disent faut pas regarder que les frais, c'est ceux qui ont beaucoup de frais. Alors est-ce que c'est le cas de chez vous non. ou pas? Non. On est parmi les moins chers du marché. Pour te donner un ordre de grandeur, un ETF action, cœur de portefeuille, genre S&P 500, un truc un peu... voilà, il sera en dessous de 10 points de base. Un ETF... Alors ça veut dire quoi, 10 points de base? 0,1%. D'accord, 0,1% de frais. 0,1% de frais par an. Par an. Et à l'achat, à la vente, ça ne change rien. Quand il y a l'exécution, il n'y a rien. Exactement. Donc, il y a quasi... C'est pour ça que d'où l'intérêt des ETF, c'est qu'il y a quasi aucun produit financier qui est... dès que c'est géré de près ou de loin par des humains, tu es plutôt à 0,6 minimum. Voilà. Grand minimum, jusqu'à 0,2, 0,25, 3. Voilà. Alors, ça dépend de la sophistication et de la complexité du produit. Donc, je te disais, un ETF actif... moins de 0,1%. Ouais. Un ETF obligataire qui est quand même plus complexe, un peu plus... mais ça peut être par exemple un ETF thématique également, ça peut être un ETF qui est sur l'ESG, ce sera plutôt en dessous de 20%. En dessous de 0,20%, donc 20 points de base, et un ETF qui est très sophistiqué, qui te fait du facteur, du momentum, des options, des choses comme ça, ce sera plutôt autour de 30 ou 40 points de base, 30 ou 40%. Mais ça, c'est ce que nous, iShares, percevons comme rémunération pour donner accès à cet investissement sous-jacent. Inversement, les frais d'exécution dont on parlait tout à l'heure ne sont pas perçus par nous, BlackRock. Ils sont perçus par votre broker. Donc, pour répondre à ta question, les gens qui disent en général quand c'est pas cher, quand il faut pas juste se concentrer sur les prix, c'est qu'il y a mammouth sous gravillon. En l'occurrence, dans ce cas-là, c'est pas le cas puisque nous ne percevons pas les autres frais. Nous, on ne perçoit que ce qui est explicite. En revanche, on attire l'attention de nos investisseurs sur le fait de regarder la liquidité et les conditions d'exécution. On remerciera Bettina pour cette expression exceptionnelle du mammouth sous gravillon que je n'avais pas et qui, je pense, va ressortir dans la martingale. Et donc, dans ce que tu dis, vous percevez 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 selon la complexité. Il faudra que tu me réexpliques ce que c'est que ces produits à 0,3, 0,4 avec des options et des tas de choses. Il y a quelqu'un qui prend au-dessus, en revanche. Il y a l'intermédiaire. Si j'achète... Et qui est cet intermédiaire? J'achète où, moi, au même titre que quand tu achètes une action, quelqu'un va se faire payer pour te permettre d'acheter cette action, ton broker. Donc là, c'est la même chose. Donc c'est eToro, c'est Bourso, c'est éventuellement mon conseiller SocGen ou BNP qui va me dire, tiens, tu devrais prendre des... Voilà. Et ça, là-dessus, leur rémunération, ils font ce qu'ils veulent?
Alors, ils font ce qu'ils veulent dans le prix auquel ils te proposent le produit. C'est-à-dire que mon ETF, il va traiter sur le marché à, je dis n'importe quoi, 100. Il peut te proposer de l'acheter à 102, 105, 110, 120, ce qu'il veut. Donc, c'est à toi d'être vigilant. Au même titre que c'est le cas pour une action, n'importe quelle action que tu achètes, en fait. Il y en a qui te proposent de te le traiter à 102 ou 105 quand ils te le vendent. Et quand ils te le rachètent, ils te le rachètent à 95 au lieu de 100, c'est ça ? Tout à fait. Vache. Oui. Ok, donc et ça doit être assez difficile à comprendre et à voir. Alors, il y a un certain nombre d'outils pour les regarder, de comparateurs. Tu les connais ? Et la première chose... non, il faudrait que... Alors, il y a deux choses à regarder. La première chose à regarder, c'est quels sont les frais qui vont être chargés par la plateforme. À la transaction. Donc, il y en a qui te disent, moi, c'est quoi que tu achètes, ça va te coûter 1 euro. Il y en a qui te disent, moi, c'est un pourcentage du montant que tu achètes. Puis, il y en a, par exemple, les ETF iShares sur Boursorama, ils sont proposés sans frais d'exécution. Ils sont proposés à 0. Ça, c'est la première chose. Donc, les frais explicites chargés par la plateforme. Et la deuxième chose, ce sont les conditions d'exécution. Donc là, il faut essayer de regarder sur le marché à combien ça traite et à combien on te propose de l'exécuter. Et c'est comme pour les actions. C'est ce qui est le plus compliqué pour les investisseurs individuels. C'est vrai, c'est hyper compliqué. Parce qu'à chaque fois que tu trouves le truc où tu dis « Ah, mais c'est parfait », en fait, tu te rends compte que, ouais. Mais ce que tu peux faire, ce qui est facile à vérifier pour un investisseur individuel, c'est deux choses. C'est d'une part, la taille du produit sur lequel tu investis, parce que par définition, par construction, plus c'est gros, plus c'est liquide, plus le bid-offer sera serré. Et deux, traiter pendant les heures ouvrées. Parce que quand tu traites pendant les heures ouvrées, il y a un certain nombre de régulations qui font que ton broker est quand même obligé de te présenter des conditions d'exécution qui sont les meilleures sur le marché. Alors que si tu le fais en rentrant du travail à 21h, il peut te proposer n'importe quoi. Donc, pas tout à fait n'importe quoi quand même, mais il a une flexibilité beaucoup plus importante. Et ça, c'est deux choses faciles sur lesquelles tu as le contrôle en tant qu'investisseur individuel. Et l'obligation sur un investisseur individuel, elle a vraiment des ouvertures et des fermetures de marché aussi ? Alors, étant donné que c'est du gré à gré, ça dépend, mais de plus en plus de transactions se font sur des marchés automatisés ou semi-liquides. Donc, moi, je pense que c'est une bonne règle. Ok. Et parce qu'après, en l'occurrence, ce qui est difficile aussi, c'est que sur un ETF... je peux acheter si j'achète du MSCI World, il n'y a pas d'ouverture, c'est du monde, donc le marché, il n'est pas ouvert partout en même temps. Si, parce que tu l'achètes sur une place de cotation donnée. Tu l'achètes à New York, alors, quoi. Je dois corriger ma réponse précédente, c'est-à-dire là, la réponse précédente que je t'ai donnée, c'était sur les obligations. Sur les ETF obligataires, ce que j'ai dit s'applique à 100%. Donc, un ETF que son sous-jacent soit obligataire ou soit des actions, il faut que tu le traites, tu as intérêt à le traiter pendant les heures d'ouverture de la place en question. Donc, tu peux acheter un S&P 500 sur Euronext ou tu peux l'acheter aux États-Unis, mais pendant ces heures d'ouverture. Le Nasdaq, par exemple, il ouvre à quelle heure ? À 10h ? En française, tu sais pas ? Non, il ouvre l'après-midi à, 15h, un truc comme ça, puisqu'il ouvre à 8h, il ouvre à 9h. Je pense à 10h. Je sais pas, parce que là, par exemple, je suis sur iShares Core MSCI Europe ETF. Et là, il me met cours 54,29, je suis sur eToro. Marché fermé, cours différé par le Nasdaq en USD. Oui, parce que tu es en USD, et là, tu dois regarder la place de cotation aux US. Non. Je pense que c'est la place de cotation aux US. Ouvert à 9h30. Ça ouvre bizarre, il est 32. Ça doit être en train d'ouvrir. Ça doit être un peu différé. Ouais. Ok. Mais tu peux acheter des actions, des ETF en dollars sur le S&P 500 sur une place européenne. Ok. Donc, c'est là où ils sont traités. C'est pas nécessairement lié au marché ouvert. iShares MSCI Japan. Donc je peux acheter, là je vais acheter du Japan. Alors que le marché est fermé au Japon. Ok. Et alors là, en effet, parce que là, tu traites Euronext ou quelque chose. JPE, ouais, où est-ce qu'il est ? Marché ouvert en Europe. Ok, activité, donc c'est marrant. En effet, on a toutes ces choses-là. Très bien. Après, il faudra que je cherche les obligations.
C'est marrant parce que ça a l'air comme ça hyper safe en fait, l'obligation. Alors je sais pas à quel point ça l'est, mais tu vois, tu te dis, qu'est-ce qu'on a eu des grands exemples de gros défauts d'obligation? Alors il y a eu des gros défauts qui en général se sont accompagnés de défauts, enfin de faillites. On peut penser à je sais pas quoi, des Parmalat, des Enron, des choses comme ça. Voilà, quand il y a des défauts historiquement. Maintenant, pour te donner une idée, même des entreprises d'ordre spéculatif, donc du high yield, du haut rendement, l'année dernière avaient un taux de défaut inférieur à 5%. Alors certes, c'est en grosse augmentation par rapport à ce que c'était avant, à je sais pas quoi, 2%, mais ça reste relativement modeste. Donc oui, c'est quand même une brique plus défensive dans ton portefeuille par rapport à une action. Oui. C'est plus défensif à la fois, tu vois, tu me dis inférieur à 5%, si c'est 4, 3, 2, ou tu vois, finalement, si tu investis dans 100 boîtes avec 5% de rendement et que tu en as 5% qui se flinguent, bon, à la fin, j'exagère, mais tu gagnes pas grand-chose, quoi, en l'occurrence. Hein. Et l'autre chose qui est importante aussi, c'est que tu peux te dire que dans une action, si tu as de l'inflation sur les marchés, une action devrait prendre en considération la croissance de l'entreprise, la croissance du business, etc., pour refléter les nouveaux prix. Dans une obligation, si tu as de l'inflation sur les marchés, tu n'as pas cette protection qui est construite dedans. Donc, si tu reçois 5%, tu reçois 5%, que ton inflation soit à 0 ou à 10. Mais ça, c'est vrai que c'est aussi assez cool parce que... Alors, je reviens sur mon calcul parce que j'imagine que si tu te mets dans un marché où il y a 5% de défaut, c'est pas le marché dans son ensemble. Parce que là, tu es plutôt sur des obligations qui te servent du 8% que du 5%. Hein, exactement, c'est des obligations à haut rendement. À haut rendement. Exactement. Donc, du coup, c'est quand même intéressant. Et ce qui est aussi pas mal, sauf si tu es habitué aux actions, ce qui n'est pas mon cas, qu'on appelle les... comment ça s'appelle les actions qui te reversent beaucoup de dividendes, le Dividend Kings. Oui, voilà. Eh bien, là, en fait, tu as quand même ton revenu qui vient tous les ans, quoi. Alors ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que s'il se trouve que si tu as un bel héritage et que tu as un truc à 8%, tes 80 000 euros, c'est payé tous les trimestres, tous les mois, tous les jours? Ça dépend des obligations. En général, les ETF... les ETF obligataires payent tous les mois, okay. Et les ETF actions soit tous les trimestres, soit tous les ans. Ok. Et les régimes fiscaux, j'imagine que c'est pareil que les actions. Je sais pas si tu connais. On ira je me tiens à distance extrêmement respectable de cette question-là. Moi aussi. Très clair. Super intéressant et surtout super intéressant de voir qu'on peut remonter tout ça aujourd'hui et comme tu le dis, et potentiellement à 50% de son portefeuille d'actions. On a parlé des commissions, on a parlé des performances, on a parlé des emprunts. Et des reventes notamment, des risques. Il y a des possibilités. Alors oui, j'ai la réponse finalement directement, tu me l'as donnée à cette question, de perdre 50% d'une obligation. Alors c'est 50% potentiellement de sa valeur parce que je vais pas au bout et que je vais vendre à la fin, ça on l'a compris tout à l'heure. Ou alors 50% parce que l'entreprise fait défaut et que je vais pas être remboursé à 100% de mon emprunt, mais qu'il se trouve que parmi les créditeurs, je vais récupérer 50%. Exactement. Okay. Donc si une entreprise fait défaut, on va vendre les bijoux de famille, les ordinateurs, la base de clients, etc. Et on va rembourser les créditeurs sur la base de ce qu'on a récupéré. Alors pourquoi j'achète un ETF obligataire BlackRock plutôt qu'un autre? Finalement, je pourrais me dire, tu vois, je vais même plutôt te reformuler cette question et me dire, bon, de ce que j'ai compris, c'est que c'est calculé par des ordinateurs qui font des trucs, voilà, finalement, j'achète chez l'un, chez l'autre, c'est un peu la même chose, quoi. Same shit. Alors, same index as opposed to same shit, but different shit, dans la mesure où ce qui est vrai, c'est que la valeur ajoutée du producteur de l'ETF, c'est pas de faire un indice plus intelligent. C'est la façon dont il va répliquer cet indice. Et on peut voir deux gros avantages. Donc, si tu te dis, je vais acheter le Barclays Global Aggregate, donc c'est l'ensemble des marchés obligataires, actions, souverains et privés et entreprises.
Donc là, je prête à tout l'ensemble des prêtes au gens monde. Ouais, voilà. Au monde. Prêter au monde entier. Tu prêtes au monde Ça, entier. c'est cool, tu dors mieux la nuit quand tu prêtes au monde, je pense. Et une fois que tu as dit ça, comme je te disais, si tu as 30 000 sous-jacents, la valeur ajoutée de du producteur d'ETF, ça va être de le répliquer au plus près qu'il soit. Parce que une fois que tu as choisi ton indice, tu n'as pas envie que en fait le résultat que tu aies soit plus, moins 1-2% par rapport à ce que le marché a vraiment fait. Donc en tant qu'investisseur, ce que tu veux, c'est être au plus près possible de l'indice. Donc la technologie et l'expérience et l'expertise du producteur d'indice pour répliquer cet indice sans acheter les 30 000 sous-jacents, c'est la première chose qui est importante. La deuxième chose qui est importante, c'est les frais explicites, c'est-à-dire que quand t'as ce même indice qui est vendu dans un ETF à 15 points de base et l'autre qui est vendu à 20 points de base, bon ben voilà, tout ce que tu payes pas en frais, tu l'as déjà. Et la troisième chose, c'est la liquidité sur le marché, c'est ce dont je te parlais, c'est la taille de l'ETF. Puisque plus un ETF est gros, plus les conditions sont intéressantes, plus les conditions d'exécution sont serrées, plus moins ça te coûte en fait d'investir. Donc c'est là-dessus que tu vas, mais d'ailleurs ça c'est valable, ce que je dis est valable pour pas seulement pour les ETF obligataires, c'est valable pour tous les ETF. Okay. C'est ça qui fait la différence. Et sur les ETF obligataires spécifiquement, iShares, on a une part de marché qui est très importante, de l'ordre de 50% en Europe, et donc qui vaut la peine qui est, je pense, une représentation à la fois de notre taille et de notre expertise sur ce marché. 50% en Europe. Exactement. Et je suis en train d'essayer de chercher en même temps que tu me parles. Donc, je l'ai, le iShares sur votre site, iShares Core Global Aggregate, Bond, UCITS, ETF, c'est ça? Oui. Donc, la question, alors là, la question, c'est le taux, par exemple, typiquement là-dessus, je le vois, alors tu l'as peut-être là, mais ça prête, si je mets 100 000, quel est mon rendement? Quel est ton rendement? Est-ce que je l'ai là? Peut-être que j'aille sur d'autres. 100 000 rendement total, donc on est 5,7, c'est ça? Alors ça, je pense que c'est la performance. Performance, indice de référence. Le rendement, là, c'est la performance, c'est-à-dire ça prend en considération la valeur ajoutée l'appréciation ou la dépréciation du prix. Okay. Je pense que sur les coupons, il faudrait que tu regardes une part distribuante. Tu étais sur une part distribuante et Okay. je dois dire qu'il faudrait que je cherche exactement où c'est. C'était en gros ce que je voulais essayer de voir, je sais pas si tu peux regarder en même temps, mais la question que je me pose, c'est que sur un global aggregate, enfin même d'ailleurs, peu importe, mais peut-être que tu peux me dire comme ça vaguement, est-ce que c'est 5% plus ou moins ou quelque chose comme ça? Ça doit être 4-5? Oui, alors ça dépend c'est en général les taux dont je te parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que si tu prends les obligations d'État plus les relativement sûrs. Plus le spread. Voilà, tu cumules le tout, tu mets, voilà, donc tu es aux alentours de 5%, un peu en dessous, j'imagine. Alors, un peu au-dessus. Un peu au-dessus. Ça dépend, en fait, ça dépend, mais oui, autour de 5%. Donc, tu me parlais de 13 000 sur les 30 000 qui sont présentes dans les ETF, il y en a 13 000 qui sont là-dedans. Même si j'en ai 800, 200, 500 qui font défaut, ce qui serait énorme. Ce qui serait colossal. J'ai quand même zéro chance. Enfin, il faut jamais dire zéro dans notre univers. Tout investissement comporte des risques, etc. C'est écrit, voilà, c'est bien écrit sur votre site. À la vache, le warning, il est bien. On n'est pas farouche sur les disclaimers. C'est clair, sur les disclaimers. Je cherchais le terme, merci. Eh bien, en fait, tes 5%, ils passeront à 4,98. Mais enfin, je veux dire, t'es quand même super safe, quoi, sur ce genre de truc. Oui, exactement. Donc, je parlais tout à l'heure de la raison pour laquelle j'ai pas le coupon en tête ou le rendement sur ce type de papier, c'est qu'en fait, il change tous les mois. Parce qu'au fur et à mesure que tu as des obligations qui rentrent, qui sortent, qui arrivent à échéance, c'est pas exactement la même chose. Mais si tu regardes, par exemple, un ETF à échéance, comme ceux qu'on a lancés récemment, donc tu sais que tu investis sur 350 sociétés à, je dirais, l'horizon 2027, tu sais aujourd'hui que tu auras des rendements entre 3,5 et 3,75. Pareil, 350 sociétés, tu n'auras pas un défaut monstrueux. Exactement. Donc, même si tu as une société qui fait défaut, tu as une énorme diversification de ton risque et l'impact devrait être minime.
très clair. Et en effet, parce qu'en revanche, quand je rentre sur un global aggregate, j'ai pas vraiment d'échéance. Non, t'as pas d'échéance. Donc c'est une duration, donc c'est une vie moyenne de ton portefeuille qui est le résultat en fait de toutes ces composantes sous-jacentes. Mais donc au fur et à mesure qu'il y en a une qui arrive à échéance, il y en a une autre qui est émise, et donc tu restes toujours plus ou moins la même chose. Alors que celles que tu me dis sur 2027 ou 2028, celles-ci, elles arrivent toutes à échéance. Donc à la fin, je récupérerai mon capital. Ouais. Donc ça, c'est un gros développement qu'on a fait cette année, qui était qu'on a fait en Europe cette année, mais qui existe depuis 2010 aux États-Unis. Ce sont les ETF à échéance. Donc, sur ce point-là... Tu reviens sur la pureté on va dire, du bond, de l'obligation à l'origine. Tu refais un ETF qui a un profil comme une obligation. Oui, tu investis 10 000, à la fin tu récupères tes 10 000. Et tu sais quand tu les récupères. Ouais. Parce que le problème d'un fonds ou d'un ETF obligataire, c'est qu'à partir du moment où quand il y en a une qui arrive à échéance, tu la remplaces, en fait, tu n'as jamais vraiment de sortie, sauf si tu revends. Et donc la question que tu vas te poser, c'est si je l'achète à 10 000, est-ce que je ne vais pas le revendre à 8 500 ou 11 500 ? Exactement, parce que le moment où j'ai besoin de l'argent... Tu reviens sur une forme de spéculation comme dans les actions qui met une sorte de double ou d'incertitude. Ouais. D'incertitude. Alors que l'ETF à échéance, tu sais quand tu l'achètes aujourd'hui que tu vas investir sur, comme je disais, 350 sociétés de meilleure qualité européenne en euros. Tu sais que si tu tiens ton papier, si tu gardes ton papier jusqu'en 2027, tu sais aujourd'hui que tu auras un rendement de 3,75. À la fois, je pourrais me dire, finalement, rentrer dans des ETF, pas à échéance, mais plus market, c'est peut-être intéressant en ce moment où les taux sont forts, parce que alors, il y a peu de chances, j'allais dire, qu'ils aillent beaucoup plus haut. Tu vas pas aller dans des taux à 12%, et encore, faut jamais dire jamais, parce que c'est arrivé. Ça arrive, ça existe dans certains pays. Mais donc, il y a une possibilité que ça s'apprécie. Alors, un ETF obligataire qui n'a pas d'échéance va varier avec les taux du marché, puisque en fait, il va réintégrer au fur et à mesure des obligations qui vont refléter les taux de marché. Si les taux baissent, ton ETF va baisser et ton ETF va monter. Alors qu'un ETF à échéance, il a capturé aujourd'hui un rendement et ensuite il va pas faire évoluer son portefeuille, il va attendre que ça rembourse. Donc tu sais aujourd'hui. Donc ça peut être intéressant, par exemple, si tu dis que aujourd'hui on est sur des plus hauts historiques, mais que ce qui nous attend dans l'année à venir, c'est que les taux vont baisser. C'est comme quand on demande, quand tu vas sur un compte à terme et qu'on te dit, je sais pas quoi, tu peux avoir 3 et 4% à 6 mois. D'accord, mais dans 6 mois, qu'est-ce que je fais de mon argent ? Parce que si les taux ont baissé d'ici là, j'aurai plus des conditions très intéressantes. Alors que si tu te dis, je peux capturer ça pour 3-4 ans, au moins tu sais, tu vois, c'est une façon de capturer les bonnes conditions de marché actuelles. Moi, j'ai appris plein de choses, Bettina. Je suis trop content. Non, vraiment, tu vois, évidemment, je connaissais les bases de l'obligation. J'ai peut-être oublié une ou deux questions que tu voulais que je te pose ou pas Non, écoute, je pense que le point sur lequel on a peut-être moins parlé, c'est sur la démocratisation que ça... C'est ce que j'allais dire, mais c'est vraiment ça. C'est qu'en fait... ça me semblait un peu lointain, c'est-à-dire qu'on disait faut avoir un portefeuille mi-obligé, mais moi j'entendais plus ça de la part d'étrangers, des Américains que je suis, des gens comme ça. Je dis bah ouais, t'es sympa, mais comment je fais quoi, et donc et c'est vrai que c'est pas naturel, même autant acheter des parts d'entreprise, on est habitué, on fait ça depuis les années 80, 90, voilà, ça se fait en ligne depuis les années 2000, donc c'est simple. Maintenant ça y est, on est tous habitués. Prêter de l'argent à une entreprise, limite, ça paraît un peu what the fuck, tu vois. Tu te dis, je suis pas banquier non plus, tu vois. Et en fait, il y a un côté, là où ça devient, te dire, si je vais prêter à des entreprises dans lesquelles je crois, en plus, c'est quand même un moyen, notamment quand c'est organique et pas synthétique, d'avoir des convictions. Et encore une fois, ça peut être des convictions parce que vous pensez que ce marché va fonctionner, mais ça peut être aussi des convictions parce que vous avez envie de soutenir un marché, parce que vous avez envie d'être ESG, green, impact, ce que vous voulez. J'ai envie de prêter à des entreprises qui vont faire de l'éolien, du solaire, du nucléaire. Si vous avez envie, vous allez avoir de l'impact pour ces entreprises. Donc c'est intéressant et c'est accessible. Voilà, un peu partout. On l'achète, donc tu dis, sur des plateformes. Oui, comme un ETF action quelconque. Très bien. Et donc on peut chercher soit sur du iShares, soit chez tes confrères concurrents, j'imagine. Pourquoi
c'est vraiment l'ETF qui a fait exploser BlackRock, qui est à l'origine de ce succès. Pour moi, c'est vraiment un des succès les plus fous de la... Alors, c'est vrai que c'est très associé au succès de BlackRock, mais si tu regardes, BlackRock, c'est 10 000 milliards d'actifs sous gestion. Là-dessus, il y en a 3 500 qui sont des ETF seulement, entre guillemets. Seulement. Dépouillés. Ouais. Non, mais tu vois, c'est un tiers. Finalement, c'est pas si important que ça dans la taille. En revanche, là où ça a été très important, c'est que après, au moment du lancement des ETF, l'accélération a été très rapide. Et on a beaucoup participé au développement du marché. Mais le marché lui-même s'est beaucoup développé. Alors c'est intéressant parce que je voyais quelqu'un qui décriait un tout petit peu BlackRock, mais je pense qu'on peut avoir toujours plusieurs grilles de lecture je crois que c'était hier ou ce week-end sur les réseaux sociaux, un peu par hasard, mais qui disait, il décriait, en tout cas qui mettait en avant le fait que, en fait, BlackRock... que tu regardes la télé, que tu boives du Coca-Cola, que tu utilises les réseaux sociaux, en fait, BlackRock, derrière, en bénéficie, puisque c'est tellement gros que finalement, c'est un... Alors, on est partout. Vous êtes partout. et le truc que je me dis en t'écoutant aussi, c'est que, oui, mais derrière BlackRock, il y a des gens comme moi, alors des individus, il y a des entreprises, mais c'est aussi une opportunité que BlackRock donne à tout le monde. C'est de dire, regardez, quand tout le monde regarde la télé, et après tu peux faire tes choix, tu peux dire, je veux pas rentrer dans les gens qui voyagent, je veux pas rentrer dans la télé, je veux pas rentrer dans les réseaux sociaux. Et c'est en fait exclusivement ce que tu dis. C'est-à-dire que BlackRock, en tant que société, ne détient pas d'argent. On n'est pas un hedge fund. Ouais. Tout l'argent qu'on gère, on le gère pour nos clients. Donc nous, on n'a pas d'argent. Donc quand on investit quelque part, quand on détient un pourcentage d'une entreprise, en fait, c'est pas nous, BlackRock, qui le détenons. On le détient au nom de Monsieur Stéphanie. Donc, il y a souvent une confusion sur la taille de BlackRock et le pouvoir de BlackRock qui, en réalité, est celui de ses investisseurs sous-jacents. Mais l'autre point que tu avances, c'est de donner une gamme aussi large que possible de choix à nos investisseurs, c'est-à-dire de ne pas être prescripteur en leur disant vous devriez investir sur les États-Unis ou je sais pas quoi, le digital ou l'infrastructure des villes, mais nous vous offrons cette possibilité. Nous avons un grand menu. Aujourd'hui, on a 1400 ETF, par exemple, pour te donner une idée. Vous êtes coté BlackRock ? On est coté. Donc on peut investir dans BlackRock. Vous pouvez investir dans BlackRock. Exactement. Très bien. Est-ce que, Bettina, alors déjà on te suit, si on veut, si vous avez, est-ce que c'est OK ? Je dis à tout le monde de te suivre sur les réseaux sociaux, ça te va ? Oui, alors sur LinkedIn. Ouais, sur LinkedIn. Surtout le compte BlackRock, je pense. Très bien. Les deux, le compte BlackRock, Mazzocchi, M-A-2-Z-O-C-C-H-I. Bonne chance. Voilà. Tu m'as dit quand j'ai voulu, je t'ai demandé comment on le prononcer, tu m'as dit M-A-Z-O-K-I. Ouais, non, ça marchera pas sur LinkedIn. Voilà, Bettina Mazzocchi. Merci vraiment pour cet échange. Est-ce que toi, tu as un petit péché mignon d'investissement, un petit... tu fais quoi Ouais. Alors, c'est amusant parce que j'ai fait toute ma carrière en finance. J'ai commencé en salle de marché pendant 10 ans sur des produits assez complexes. Ensuite, je suis passée sur l'obligataire et finalement, les cordonniers étant les plus mal chaussés, j'ai mis énormément de temps à investir. Je pense que j'ai mis aussi beaucoup de temps à investir parce que je voyais quelquefois un petit peu l'envers du décor qui n'était pas toujours aussi porteur d'espoir qu'on pourrait le souhaiter. Et j'ai vraiment commencé à investir quand je suis arrivée chez BlackRock et beaucoup par les ETF. Okay. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, j'ai fait ce qu'il faut faire d'habitude, c'est-à-dire investir régulièrement et pas investir en une fois, investir dans des produits les moins chers. Une fois qu'on a fait tout ça, qui est l'investissement de bon père de famille, je crois authentiquement que il faut aussi faire des investissements qui se font plaisir. Ouais. Et donc, l'année dernière, j'ai investi dans des vignes en Bourgogne. Trop bien. Donc, j'ai notamment de la famille qui habite dans la région. C'est extrêmement compliqué d'investir dans des vignes en Bourgogne, mais à intervalles réguliers, tu as des domaines qui s'ouvrent. Et donc, j'ai eu cette chance. Dans quel coin ? Et je me dis du côté de Nuits Saint-Georges. Ok, ah ouais. Et donc, je me dis... C'est ce qui me plaît le plus. Nuits Saint-Georges, je suis client.
Tu me mets des allocs? Je me dis exactement, je me dis même si toute la finance s'écroule, et ben moi je pourrais toujours boire. Je t'inviterai. À Nuit Saint-Georges, c'est mon trip. Hein. Côte de Nuit, Haute Côte de Nuit, Nuit Saint-Georges. Là, on est vraiment dans tout ce qui est bon Bourgogne. C'est fantastique. Et, très bien. C'est pas facile de rentrer là-dedans, t'as raison. Non. Et ça doit pas être une brique importante. C'est pour ça que je précise d'abord que j'ai fait toutes les choses. Les disclaimers habituels. Non, mais c'est vrai aussi, c'est pour pas te tromper, tu vois. Il faut quand même faire les choses sérieuses d'abord. Sachant que selon, tu dis l'année dernière, selon quand tu as acheté l'année dernière, parce que le vin, selon les endroits, ça a sacrément décoté en 18 mois là aussi. Donc, très bien. Écoute, top, je suis impatient d'en savoir plus. T'as un vin quand même qui existe ou qu'on peut trouver quelque part? Oui, j'ai des vins qui... peu importe. Moi, je suis toujours client. J'aime bien faire la promo de ces choses-là. Donc, d'accord. Très bien. Écoute, merci Bettina. Je demande pas de code promo à BlackRock. Vous pouvez pas offrir ça? Non, on peut pas parce que on ne s'adresse pas aux investisseurs individuels. Okay. On s'intéresse qu'aux investisseurs professionnels. Et donc, pour un grand public, on n'a pas de possibilité de donner des... si vous êtes professionnel, vous irez voir Bettina de ma part et puis vous lui direz voilà. Tu fais quoi toi chez BlackRock? Alors moi je suis responsable de la région France-Belgique-Luxembourg pour les équipes commerciales. Donc mon rôle n'est pas seulement de parler des ETF, mais de l'ensemble des solutions BlackRock, que ce soit des fonds actifs, des ETF, de la tech, des macros, ceci, cela. Bettina Mazzocchi, si vous y allez de ma part, elle sera sympa. Elle sera plus sympa que d'habitude parce qu'elle est toujours sympa, je crois, Bettina. Merci. Merci beaucoup à toi, Mathieu. À bientôt. Vous tous. Merci d'être là. On reprend cette année 2024 avec beaucoup de fougue, d'envie. Et puis surtout, c'est marrant cette période à lire. Moi, je m'éclate. Et puis, vous voyez, là, voir un peu... les obligations, ça va faire 5 ans bientôt que j'ai lancé la martingale. On s'y était jamais trop intéressé, et ben nous y voilà. Et puis c'est un truc qu'on découvre. Et moi j'aime bien aussi me dire que on peut être à contre-courant. Alors là le courant va vers les obligations, mais allez regarder un peu ce qui se passe à contre-courant dans les obligations. Réfléchissez bien en contrepoint, ça peut être aussi intéressant de voir, d'être un peu en avance de phase, même si c'est risqué évidemment. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous et puis rappelez-vous que vous faites vos investissements vous-même. Moi, je fais mon disclaimer à ma manière, mais si vous gagnez, c'est grâce à vous. Si vous perdez, c'est à cause de vous. J'aurais pu dire si vous gagnez, c'est grâce à moi, mais non, c'est pas vrai. C'est justement vraiment ce que je veux dire. C'est une opportunité d'apprendre. Exactement. Si on gagne. Exactement. Moi, j'ai gagné, perdu depuis le début de la martingale, mais je m'éclate à découvrir tout ça. Ouais. Merci en tout cas. Salut tout le monde. Merci à toi.